Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur le stress. Donc qu'est-ce que le stress? Eh bien dans un premier temps, nous pouvons dire que le stress est un mécanisme de survie. Euh, un mécanisme par lequel une énergie est mise à disposition par l'organisme et pour l'organisme. Cette énergie décuple la force et l'endurance, favorisant la lutte ou la fuite pour réagir à un danger ou à une situation inattendue. Le stress est donc un processus physiologique toujours positif qui permet d'assurer la survie de l'individu et la survie de l'espèce. Il est instinctif et directement hérité du règne animal. Donc, comme vous pouvez l'observer sur ces deux photos, on a sur la gauche une gazelle tranquille qui broute, donc vous voyez qu'on a une attitude décontractée, plus ou moins, bien sûr, tout est relatif, mais elle a une attitude, voilà, la tête est baissée, les muscles sont relativement au repos. Elle va avoir des tensions qu'uniquement dans ses jambes, simplement pour tenir, mastiquer, etc. Voilà. Et puis, tout de suite, lorsque quelque chose attire son attention, sur la photo de droite, on peut voir que tous les capteurs sensoriels sont focalisés sur l'agent stressant. Vous voyez le mouvement des oreilles vraiment dans la destination de ce qui a attiré son attention. Les yeux sont rivés sur l'origine éventuellement d'un bruit ou d'un mouvement. Et puis les naseaux, bien sûr, dirigés aussi vers ce qui a attiré son attention. Donc on observe aussi une tension musculaire, tout de suite la tête s'est levée, on voit une contraction au niveau du cou, et c'est ce qu'on va appeler la phase d'alerte. Donc la phase d'alerte, elle commence là, c'est-à-dire qu'il y a identification de la situation. Quelque chose attire mon attention, je ne sais pas encore ce que c'est. Si la situation est identifiée comme dangereuse, on va avoir simultanément à cette réaction neuromusculaire et neuro, parce qu'on a vu les capteurs sensoriels au niveau du système neurologique et la tension musculaire au niveau du reste du corps. Simultanément à ça, on va avoir une accélération du rythme cardiaque et une accélération du rythme respiratoire. La respiration va devenir haute, on va avoir vraiment une respiration rapide qui va permettre de réagir. Donc, on revoit sur ce schéma-là, dilatation des pupilles. Donc, les pupilles sont attirées par ce qui a généré, je dirais, la surprise, l'agression, entre guillemets. Donc, poumons, augmentation du rythme respiratoire, cœur, accélération du rythme cardiaque. Les glandes surrénales vont être directement alertées, on le voit depuis l'hypothalamus. On va avoir un ralentissement du système digestif. Oui, et puis bien sûr les glandes surrénales, pourquoi j'en parle? Parce que voilà, on va avoir des sécrétions de cortisol, d'adrénaline et de noradrénaline. Ensuite, augmentation de la tension musculaire, parce qu'il va me falloir de la force, il va me falloir de l'énergie pour fuir ou combattre. Sachant que à l'état sauvage, on a on n'a pas plusieurs options que ça. Soit on va fuir parce qu'il y a un prédateur qui veut manger, soit on va lutter, par exemple, si on est chef de tribu, pour défendre son troupeau et assurer la survie de ses congénères. Le foie va synthétiser le glucose, donc bien sûr, toutes les glandes endocrines vont permettre la sécrétion de ces hormones, cortisol, adrénaline, noradrénaline, et la circulation sanguine. Donc on observe aussi une augmentation de la pression artérielle. Donc la phase d'alarme, elle dure de quelques minutes à 1 heure. Elle est en réaction immédiate à un événement stressant parce que le système limbique, alors on appelle ça le cerveau des émotions, c'est pas un cerveau différent, c'est une partie du cerveau siège des émotions. Donc ce système limbique donne l'alerte. Le système nerveux sympathique active la glande surrénale qui libère l'adrénaline et la noradrénaline, et les molécules diffusent dans le sang pour préparer l'organisme à faire face en augmentant la quantité d'oxygène et le glucose sanguin ainsi que l'irrigation des organes, cœur, cerveau et muscles. Voilà. Donc on va être prêt à agir.
Toute cette énergie, tout ce système est là pour qu'on puisse sauver notre vie. Donc on peut combattre ou fuir le cas échéant. Après ça, une fois que la situation stressante est terminée, soit parce que la lutte est terminée ou parce que la fuite a permis de se mettre en sécurité, eh bien, la vie reprend son cours, l'organisme retrouve son fonctionnement normal, il y a eu stress, dépense d'énergie et retour à l'homéostasie. Voilà, ça, c'est le circuit normal du stress tel qu'il est conçu à l'état naturel. Mais ça n'est plus tout à fait d'actualité. Pourquoi? Parce que finalement, dans la vie moderne, les situations stressantes ne nous permettent que très rarement de fuir ou de lutter. C'est-à-dire que si l'élément stressant, c'est mon patron ou un collègue ou mes enfants, et ben, je ne vais pas pouvoir partir en courant en les voyant ou aller au combat physique avec eux. Donc, je vais devoir m'adapter à la situation. On verra ça un petit peu plus tard. Mais le stress n'est pas toujours lié à des stimuli extérieurs. C'est-à-dire que parfois, on est générateur de son propre stress. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de gens qui viendront vous voir et qui vous diront qu'ils ne sont pas stressés. Et pourtant, ils pensent ne pas avoir de raison d'être stressés. Et pourtant, ils ne se sentiront pas bien. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Eh bien, souvent, c'est un stress qui vient de l'intérieur. Alors, de l'intérieur, pourquoi? Parce que on est un petit peu conditionné à répondre à des normes au niveau de la société, au niveau de la culture, au niveau de la famille. Et lorsqu'on se sent, comment dire, lorsqu'on a l'impression qu'on doit être parfait, lorsqu'on a l'impression qu'on doit être conforme à ce qu'on attend de nous, eh bien tout ça, ça va générer des peurs. La peur du jugement, la peur d'être trahi, la peur de l'injustice et la peur du rejet, la peur de l'abandon, etc. La peur du rejet est pour moi très importante en ce sens que si on reprend la pyramide de Maslow, vous verrez un petit peu plus tard dans le cours, Maslow nous dit l'homme doit d'abord assouvir ses besoins physiologiques, c'est-à-dire avoir de quoi se nourrir, avoir de quoi boire et pouvoir éliminer, etc. Donc on a des besoins physiologiques qui sont au premier plan. C'est tout ce qui va être vraiment de la survie. Ensuite, toujours en lien avec la survie, on va avoir un besoin de sécurité, avoir un toit sur la tête, et avoir un environnement dans lequel on se sent en sécurité. Et ensuite, il parle d'un besoin d'appartenance. Je pense que le besoin d'appartenance est directement en lien avec le besoin de sécurité, en ce sens qu'un individu isolé du troupeau, isolé du clan, à l'état sauvage toujours, sera une proie facile pour un prédateur. Donc toute blessure de rejet est immédiatement vécue par le cerveau archaïque, la partie archaïque de notre cerveau, comme un danger de mort imminente. Donc c'est beaucoup plus puissant que le simple fait de se dire tiens, je suis rejeté par quelqu'un même que j'aime pas, mais c'est simplement de dire à partir du moment où je suis rejeté, je me sens en danger. Et donc, parfois, c'est difficile de comprendre que le rejet de quelqu'un provoque chez nous certaines réactions. Et souvent, on ne le voit pas, ou on ne l'accepte pas, ou on ne le comprend pas. Donc, c'est important de comprendre ça, parce que plus tard, ça permettra justement de savoir comment réagir face à cette situation. Alors, nous distinguerons bien sûr le stress passager, tout à fait salutaire, on l'a vu, le stress peut être nécessaire. Par exemple, si je traverse la route et que je vois qu'il y a un camion qui m'arrive dessus assez vite et qui ne m'a pas vu, là, je vais avoir un coup de stress qui va me permettre de vite regagner le trottoir et toute l'énergie que je vais avoir accumulée par ma réaction de stress va être bénéfique puisqu'elle va me permettre de sauver ma peau. Donc ça, effectivement, c'est indispensable à la survie et nous avons besoin pour survivre de ce stress et c'est ce stress-là qui est toujours positif puisque on dépasse une situation dangereuse ou problématique. Mais il existe donc deux autres phases après cette phase d'alarme. Et ces deux phases,
se produisent quand il n'y a pas eu de dépense d'énergie, pas de réaction adaptée à la situation stressante. Donc nous sommes souvent confrontés à des situations qui nous stressent et que pourtant nous devons vivre quotidiennement. Nous entrons alors en phase de résistance et nous cherchons à nous adapter. Donc la phase de résistance, c'est justement le patron auquel je suis confrontée tous les jours. Ça peut être mes relations conflictuelles avec mon mari. Ça peut être de travailler dans un environnement bruyant. Peu importe. Je vais chercher toujours à me raisonner. Et je vais me raisonner sans entendre ce que me disent mes émotions et comment réagit mon corps. Et s'établit alors un véritable bras de fer entre le mental, qui va toujours chercher à dire mais c'est pas grave, chercher à relativiser, chercher à intellectualiser, et les émotions qui sont là et qui se manifestent, que je le veuille ou non. Et plus je vais chercher à les enfouir, ces émotions, et plus justement elles vont créer chez moi un état de stress parce qu'elles ne sont pas prises en compte. Donc, ce bras de fer va avoir des répercussions nocives sur le corps et sur nos comportements. Nous cherchons à raisonner sans entendre nos souffrances et sans en tenir compte. Donc, nous allons observer des désordres organiques, au niveau des organes, des cognitifs, et c'est ce qu'on va appeler les premiers symptômes psychosomatiques. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a vu qu'en état d'alarme, dans la phase d'alarme, on avait une respiration très rapide, on avait un pouls très rapide, on avait des contractions musculaires. Et tout ça va engendrer une altération des systèmes. On a vu aussi que le système digestif ralentissait. Donc qu'est-ce qui se passe? Les muscles sont contractés. Les muscles étant contractés, ils vont comprimer les vaisseaux sanguins, ce qui va limiter, altérer la circulation du sang. Donc toutes les cellules, toutes les articulations ne vont pas être super oxygénées. En plus, parce que ma respiration étant haute, je n'utilise pas toute ma capacité pulmonaire et donc j'ai moins d'oxygène qui rentre. Moins d'oxygène qui rentre et moins bien distribué par le sang qui comprime un petit peu les capillaires sanguins à certains endroits du corps. De plus, on a vu que le système digestif était ralenti, qu'on avait de la noradrénaline, de l'adrénaline et du cortisone, et tout ça va encrasser le système, et comme le système digestif est en sous-régime, il ne va pas éliminer toutes les toxines. Le corps va donc s'intoxiquer au fur et à mesure. Et on va avoir une altération des systèmes donc neuromusculaires, surtout au niveau des muscles, donc ils vont rester contractés, on va se faire des lésions ostéo-articulaires, on va avoir mal un petit peu de partout, se faire des tours de rein, des lumbago, etc. Ensuite, on a vu donc que le système sanguin était un petit peu ralenti aussi. On a aussi le système digestif qui est ralenti, et donc tout ça, à force d'encrasser l'organisme, va altérer le système immunitaire. Donc je vais devenir plus sensible aux virus, aux bactéries, et parfois même déjà commencer à subir des maladies auto-immunes. La maladie auto-immune, c'est le principe même de l'organisme qui rentre en défense contre lui-même. Ensuite, un deuxième phénomène, c'est qu'on focalise notre attention sur l'agent stressant. Donc, on est tout le temps en état d'hypervigilance. Mon patron est par là, est-ce qu'il est dans le coin, etc. Ou mon Dieu, j'ai peur d'être rejetée, il faut absolument que je sois parfaite devant mes amis, devant mes collègues, etc. pour qu'ils m'aiment bien. Je vais mettre en place des processus, des comportements, des schémas. Mais tout ça, ça va faire que mon cerveau n'est pas très disponible. Déjà, il a géré toutes les tensions qui sont dans le corps. Et en plus, je suis un peu obnubilée par l'agent stressant de façon parfois totalement inconsciente. C'est-à-dire que tous les mécanismes qu'on met, par exemple, par rapport à la peur d'être jugé ou par rapport à la peur d'être rejeté, ça va pas forcément être conscient. On va simplement être dans un état de stress permanent. Alors, il y en a qui vont se sacrifier pour les autres tout le temps, qui vont vouloir anticiper sur les besoins des autres et toujours être présent, mais parfois maladroit. Il y en a d'autres qui vont être dans un phénomène d'hyperséduction pour toujours attirer l'attention sur eux. Puis il y en a d'autres qui vont carrément baisser les bras et rejeter le monde extérieur. Comme ça, ils se sentent pas rejetés eux-mêmes. Enfin bref, toute
Là, c'est les 3 scénarios qui me viennent à l'esprit, il y en a certainement d'autres, hein. Et donc, tous ces processus-là préoccupent notre cerveau. Et du coup, difficile d'être attentif, de se concentrer et de mémoriser de nouvelles données. Donc, je vis sans arrêt dans une sorte de cercle vicieux qui s'auto-alimente. Comme je suis moins attentif et j'ai moins de concentration et que je mémorise moins, eh bien, je vais être plus sensible, enfin en tout cas susceptible, de subir un accident de la vie. Parce que les déficits d'attention et de concentration, c'est ce qui va aussi intervenir dans ce type d'accident. Et donc à force d'accumuler, ben, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue, vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux. Et puis, donc si nous n'avons pas réagi, eh bien, c'est que vraiment, à un moment donné, c'est plus possible. C'est plus possible de continuer comme ça. Donc le corps, aidé par l'inconscient, va nous immobiliser d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'on va appeler la phase d'épuisement. Donc la phase d'épuisement va se caractériser par soit une dépression, soit un burn-out, soit des pathologies quelconques, soit vraiment une immobilisation avec fracture, etc. Bon, voilà, là, il faut faire stop. Hein, donc, tous les petits symptômes type eczéma, ulcère, constipation, etc., sont des petites alertes qui, si elles ne sont pas écoutées, vont dégénérer en problématiques plus graves. Donc, c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience de l'importance de gérer son stress. Donc pour résumer, nous avons 3 phases. La phase d'alarme. Alors, on vous dira qu'il y a le stress et le distress. Donc on va vous caractériser le stress comme le stress positif, comme le trac de l'artiste, les premiers émois amoureux, etc. Et puis le distress comme le stress négatif. C'est un petit peu ce qu'on a dit dans le cours. Je l'ai un petit peu organisé différemment ici. Parce que finalement, qu'est-ce qui est positif dans le stress? C'est toujours un stress qui va nous amener à une situation qui aurait été dépassée, hein, le dépassement de soi. C'est-à-dire, je suis dans une situation qui me stresse, mais j'ai l'énergie et j'ai pu mener à bien cette situation et je reviens à un niveau d'homéostasie. On est dans la phase d'alarme, tout va bien. Ça s'arrête là, et puis il peut y en avoir plusieurs successivement. Il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où cette situation n'est pas dépassée, elle n'est pas terminée, elle se reproduit, elle se reproduit, elle se reproduit encore, je vais tenter de résister, de résister, de résister, hein, eh bien là on parle déjà de distress, parce que le cerveau est obnubilé par la situation stressante, la phase reste réversible, mais on observe soit des actions inadaptées, soit une inhibition de l'action. Attention là aussi aux a priori. C'est pas parce qu'une personne vous paraît d'apparence nonchalante, plutôt zen entre guillemets, où on dit oh bah lui il est pas stressé, etc. C'est pas forcément le cas. Hein, puisque le stress peut conduire à une inhibition de l'action. Et donc, c'est pas parce que je suis un ado de 16 ans complètement geek devant ma console de jeu et qui veut pas sortir et qui suis toujours mou à table et dans les conversations avec les autres, etc., que je n'ai pas énormément de stress en moi. Hein, puisque le fait même de toute façon de ne pas avoir d'activité sportive engendre par conséquent du stress. Bien sûr, on aura l'hygiène de vie, bien sûr, on aura plein d'éléments qui vont rentrer en compte hein, pour favoriser ou au contraire éliminer le stress. Mais attention de ne pas tomber dans les clichés. La phase d'épuisement, donc on parle encore de distress, car l'inconscient et l'organisme vont prendre la main et mettre l'individu dans l'incapacité de continuer à vivre comme il le faisait. Hein, donc là, ça ne veut pas dire que la phase est irréversible, mais on est vraiment à un moment donné où la personne elle a dû s'arrêter. Hein, pour une raison ou d'une autre, il y a vraiment, elle ne peut pas continuer à vivre comme elle le faisait. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé de grave, et donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, enfin revenir en arrière non, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir de cette phase d'épuisement, bien évidemment. Mais souvent, ça va demander une réorganisation complète de la façon dont la personne vit. Donc à chacune de ces phases, nous pouvons apporter notre aide.
grâce à une écoute active et bienveillante et à la relaxation. À une écoute active parce qu'il va être important, avant de faire quoi que ce soit, de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi l'individu en est arrivé là, comment il voit les choses, comment il les perçoit, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ça, et qu'est-ce qu'il est prêt à faire aujourd'hui. Et ensuite, la relaxation, bien évidemment, sera un outil qui va permettre de gérer ce stress. Alors, soit d'empêcher que cette phase d'alarme se dégénère en phase de résistance et d'épuisement, hein, l'amener aussi à voir les choses parfois sous un autre angle. Et sinon, une fois que le distress est installé, va permettre justement d'amener l'individu à lâcher prise, à pouvoir reprendre le contrôle de son corps, de son esprit, de ses émotions et de sa vie, bien évidemment. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, elle concerne la relaxation. Et il est important de voir les deux assez rapprochés dans le temps parce qu'il va y avoir un lien direct entre l'une et l'autre. On va vous expliquer comment, justement, en contrebalançant le processus de stress, on va permettre à l'individu d'inverser les polarités et de transformer le cercle vicieux du stress en cercle vertueux du bien-être. Donc il y a un lien direct entre ces deux vidéos et donc c'est assez important de les regarder si possible successivement. Voilà, et bien donc je vous retrouve très vite pour cette deuxième vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.